nutrition. Une meilleure alimentation qui est un vecteur de développement économique et social et menant à un meilleur statut dans la société. Le thème choisi pour cette journée, qui est la prise en charge nutritionnelle des maladies non transmissibles au Maroc, ça sous-entend le caractère immédiatement important de l'alimentation, de la nutrition, d'une bonne alimentation pour non pas éradiquer, parce que la nutrition en elle-même ne peut pas éradiquer toutes les maladies fût-ce non transmissibles, mais au moins de les réduire par un meilleur statut alimentaire et nutritionnel et une meilleure hygiène. Et je crois que le thème d'aujourd'hui et de demain reflèteront ce souci majeur. حتى لا أطول أشكر كثيرا زميلي وأخي عبد اللطيف البور ومن معه في تنظيم هذه الندوة وبون شانس et merci. شكرا جزيلا سي سترة بارك الله فيك pour ces mots. Il y a un petit lapsus à ces Satara. La Société marocaine de nutrition a été créée en 79. 79. Je passe la parole à un cher ami qui a beaucoup donné aussi à la SMU, qui a été un pilier principal aussi de la préparation de cette manifestation, professeur Abdel Fattah Darwish. Est-ce que je vous passe le micro? On va passer vers le pot et on passe les conférences. Le vice-président de la SME. Je ne m'attendais pas à voir le micro. La Société marocaine de nutrition est très heureuse de pouvoir fédérer, comme on l'a dit, entre les différentes potentialités du Maroc. On voit des médecins, on voit des chercheurs, on voit des étudiants, des jeunes étudiants qui vont prendre la relève. C'est un très grand plaisir, de travailler au groupe. Nous avons, je dirais, un bureau qui est très jeune. C'est des jeunes étudiants, c'est des jeunes docteurs, et puis c'est des personnes qui sont là pour apprendre, mais également pour faire avancer la nutrition au Maroc, et nous en sommes très contents, nous sommes très heureux, et vous êtes bienvenus pendant ces 2 jours. Merci. Et alors, je me suis levé pour, avant de clôturer, dire un petit mot notre grand sponsor qui nous a organisé cette manifestation. Au fait, on n'a pas cherché à gauche et à droite parce que nous avons un organisme qui travaille pour le bien-être et la nutrition de notre population et la santé de notre population. Donc, c'est la centrale laitière Danone qui a donné le gold et qui a été le sponsor numéro 1 pour cette manifestation. Avec bien sûr notre ami Khalid Kari de Knestet qui nous a aussi donné un petit sponsor. Nous vous remercions tous et nous remercions aussi nos sponsors et toute l'assistance. Madame Mouzmouni, je la vois, elle va nous présenter quelque chose tout à l'heure. C'est de la direction de l'épidémiologie du ministère de la Santé. Donc on va sortir prendre un pot tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre présentation. C'est vrai, on va faire une entrée dans notre congrès par une conférence qui est un peu, qui n'est pas très, on va dire, technique, mais qui va parler un peu de l'alimentation, son histoire, les stratégies. Et il sera fait en 2 parties. Une première partie qui sera
réservé à ce que c'est, quand est-ce qu'ils ont commencé les stratégies, qu'est-ce qu'il y a, point de vue stratégie en Afrique du Nord, etc. Et une deuxième partie, on va donner un exemple pratique, on va dire, pas pratique dans le sens de la pratique médicale, mais pratique dans le plan recherche, c'est-à-dire comment on peut établir des stratégies sur des bases scientifiques. Et je vais donner un seul exemple seulement parmi tant d'exemples qui ont été étudiés pour établir des stratégies dans notre pays, par exemple. Alors, comme vous voyez, le titre, c'est politique. Politique alimentaire nutritionnelle en Afrique du Nord. Et pour introduire, vous savez tous que l'Afrique du Nord, c'est le Maroc, l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, etc. Mais nous, on va réserver seulement notre étude un peu, on va traiter ce qui se passe au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous un point en commun, des points en commun, ils ont un dénominateur commun. Si on s'intéresse par exemple à la population, comment il évolue, dans les trois pays, vous allez le voir, Tunisie en bas et puis les deux autres, Maroc et Algérie, c'est un peu les mêmes tendances. Sur le plan évolution du taux annuel de la population, c'est un peu la même chose aussi. Regardez les années en abscisse et l'évolution en termes de pourcentage donc de taux annuel de croissance. Dans ce tableau qu'on ne va pas bien sûr étudier en détail, mais qui nous indique qu'ils ont beaucoup de points en commun, ces trois pays, sauf bien sûr la démographie, parce que l'Algérie, la Tunisie, elle a une faible démographie vu bien sûr sa superficie, mais concernant les éléments de l'agriculture, de l'énergie requise pour la population, les moyens de l'énergie, l'apport énergétique moyen de la population, tout ça donne, et aussi pour l'index de diversification alimentaire, les prévalences de la dénutrition, qui sont un indicateur des objectifs du millénaire pour le développement numéro 1. Tout ça, et en plus de ça, il y a quelque chose à laquelle on assiste et qui risque de passer inaperçu, c'est le flux entrant et sortant des migrations. Donc un flux migratoire important dans ces pays, chose qu'il faudrait tenir en compte quand on s'intéresse aux politiques alimentaires et aux stratégies. Aussi, et là je vais passer très vite parce que c'est un peu d'économie, tous les cas c'est des données de la FAO, concernant les exportations versus importations dans les trois pays, c'est un peu la même chose. On exporte les oranges, on exporte les olives, les huiles d'olive, le sucre, etc. Et on importe les céréales. La production aussi de l'Afrique du Nord par rapport au monde, il y a beaucoup il est importante concernant les agrumes, etc. Le lait aussi, surtout en Tunisie, et les huiles végétales, mais par rapport au monde, elle reste toujours faible, cette production. Donc, premier point à noter, la production reste toujours faible. L'Afrique du Nord, si on rassemble les trois pays, donc ils exportent presque la même chose, sauf bien sûr que l'Algérie exporte le pétrole et nous le phosphate. Ça va aider, on va le voir tout à l'heure, parce que ça nous permet d'avoir des devises et donc avoir accès au marché international qui gouverne actuellement. Donc ça a beaucoup de ressemblances. Là, dans ces graphiques, vous pouvez voir le Maroc, par exemple, en rouge, l'Afrique du Nord au marron. Ils ont tous la même chose concernant, par exemple, les tendances de la disponibilité en calories ou de l'énergie dans les trois pays par rapport au monde et par rapport aux États-Unis. Les mêmes tendances pour l'Afrique avec l'Afrique du Nord et le Maroc. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de points de ressemblance, aussi pour les viandes, les œufs, les produits de la mer, les poissons, etc. Donc je passe vite ici pour vous dire que beaucoup de points qui font un dénominateur en commun chez ces trois pays. D'abord, il y a de faibles terres arables, agriculture, utilisables dans l'agriculture. Il y a une faible production des produits, des denrées de base, ce qu'on a appelé au début de ce siècle certains penseurs dans le domaine l'arme alimentaire, parce que ça permettait quand même de régler beaucoup de problèmes qui étaient similaires à des guerres. Et puis, il y a une forte importation de produits intéressants, donc on est toujours dépendant et on restera
toujours dépendant, s'il y a un effet, dépendant du marché mondial, plus le flux migratoire qui est similaire dans les trois pays. Là, on peut voir la couverture, ou bien l'évolution de la couverture des taux de consommation des produits alimentaires. Regardez, ça a chuté ces dernières années dans les trois pays. Ici, c'est pour le Maroc, mais c'est un peu la même chose pour les trois pays. Les céréales, regardez, les sucres, les viandes rouges, les huiles, surtout les huiles. Et tout récemment, on pouvait consommer l'huile d'olive, qui n'était pas chère et qui est bonne pour la santé. Maintenant, l'huile d'olive se trouve plus chère. Et on ne peut pas la consommer parce qu'elle est exportée. En plus, on est soumis à une politique un peu bizarre parce qu'on est obligé d'exporter nos biens et d'importer des choses de plus en plus raffinées. C'est ce que l'on va voir, comme les blés raffinés, comme les huiles de graines, comme tout ça. C'est des choses qui... Vous allez le voir, on va conclure par des choses qui nous intéressent en tant que scientifiques, médecins, etc. Le taux de couverture aussi de l'importation par les exportations, il était bon au départ, mais au fil des années, il a diminué. Tout ça nous amène à parler de quelque chose qu'on appelle la sécurité alimentaire. Donc, c'est quoi la sécurité alimentaire? Depuis le temps où il y avait des livres qui ont commencé à être des publications, des politiques alimentaires en Afrique du Nord. C'est un bouquin qui est très connu, dans lequel M. Satara, je ne sais pas s'il est ici dans la salle, dans lequel il a déjà écrit aussi quelque chose concernant un bon chapitre. Et jusqu'aux publications les plus récentes, en passant par là, on peut trouver que le tout s'analyse autour de deux approches. L'approche offre et demande, autrement dit la production-consommation, autrement dit nord-sud. On va le voir, tout est lié, ça devient politique, mais pas seulement économique. Les techniciens, voilà, merci beaucoup. Merci. Cette notion de sécurité alimentaire, elle a changé avec le temps. Il a de l'histoire. D'abord, il s'appelait l'autosuffisance alimentaire dans les années 60-70. Puis, ça a basculé vers le concept de sécurité alimentaire, qui est un concept qui n'est pas toujours clair. Parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de paramètres qui s'interpénètrent, économiques, politiques, et beaucoup de choses. Donc, ce concept de sécurité alimentaire fait dépendre les pays du marché mondial. Du marché mondial où s'expriment ce qu'on appelle les avantages comparatifs d'un certain économiste qui s'appelait Ricardo, qui a parlé de ça. C'est-à-dire, moi je suis un pays qui produit la tomate et toi tu es un pays qui produit les computers. On fait faire les avantages comparatifs, s'échanger sans avoir beaucoup de dépenses, ni de l'un ni de l'autre. Et donc, on dépend d'un marché mondial. Et si on retrace l'histoire de cette pays de l'Afrique du Nord, comme ce qui est dans ce schéma, que je vais parcourir très vite bien sûr, on va voir qu'à un certain moment, il y a des planifications alimentaires dans ces pays. C'était avant les années 60, entre les années 60 et 70, pour l'Égypte, avant les années 60. Donc tout se faisait à l'intérieur du pays, les programmes, etc., etc. Puis à certains moments, il y a ce qu'on appelle les stratégies qui sont axées sur l'autosuffisance alimentaire. Et il y a l'ouverture. Regardez que le Maroc, il s'est ouvert, ouverture vers l'extérieur depuis avant bien les années 70. Et là, ce que vous voyez dans ces courbes, c'est ce qu'on appelle les subventions qui ont été faites pour les pays. Et l'ajustement structurel, c'est quelque chose qui est venu s'installer dans les années 80, progressivement dans certains pays. Progressivement dans ces pays, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire il faut cesser ces subventions, c'est l'ajustement structurel qui est arrivé, en tous les cas, dès le départ des années 80 pour aller jusqu'aux années 90. Excusez-moi, je dois éteindre ça. Bien. Excusez-moi. En tous les cas, les termes, comme vous avez vu, les concepts ont changé. D'autosuffisance alimentaire à sécurité alimentaire.
Et actuellement, il y a quelque chose qui a été exprimé en 1996, le Sommet mondial de l'alimentation, dans un compromis via Campesina, et qui parle de ce qu'on appelle souveraineté alimentaire. C'est quoi la souveraineté alimentaire? C'est-à-dire, pour vous la résumer, ce n'est pas la peine de lire le texte de cette souveraineté, c'est chaque pays, normalement, doit se prendre en charge lui-même et doit comprendre les problèmes de son pays, doit savoir ses besoins et doit défendre ses besoins et régler ses problèmes localement. Parce qu'actuellement, on dépend des autres. Ce sont eux, les pays du Nord, ce sont les pays les plus puissants qui gouvernent pour nous, qui décident pour nous. Mais si nous, sur place, on règle nos problèmes sur place, si nous, sur place, on prend et on analyse nos problèmes et on essaie de trouver avec les moyens du bord des solutions pour nos problèmes, on est dans la souveraineté alimentaire. C'est ça le concept de la souveraineté alimentaire, et ça fait introduire aussi le droit à l'alimentation, le droit de l'homme, etc. Et ça fait introduire qui c'est qui va faire quoi, quels sont les besoins, etc. Donc les politiques alimentaires en Afrique du Nord qui ont été faites, si on prend le cas du Maroc, actuellement il y a quelque chose d'assez agréable, c'est le plan Maroc vert. Le plan Maroc vert qui repose sur 3 piliers principaux, si vous avez le temps un peu de lire ce que c'est, mais qui reste toujours quelque chose, il reste dissocié de la nutrition en tant qu'élément clé. Le plan Maroc vert, il prévoit par exemple que d'ici 2020, on doit avoir une quantité assez importante de la denrée X, de la denrée Y, etc. Mais est-ce qu'il y a le côté qualité nutritionnelle? D'accord, on aura la quantité, mais est-ce qu'il y a aussi le parallélisme dans les études du plan Maroc vert concernant l'élément démographique? Est-ce qu'il y avait un parallélisme dans ce sens? Donc on ne prend pas en compte ce qu'il y aura comme démographie dans les temps, c'est-à-dire d'ici 2020. Mais juste un peu avant, le ministère de la Santé marocain, avec ses partenaires bien sûr, avait établi beaucoup de programmes de lutte contre les maladies, contre les carences, contre les déficiences protéo-énergétiques, les carences en vitamine A, en vitamine D, contre l'anémie, et puis des programmes contre les déficiences en iode, contre la montée du diabète, des maladies cardiovasculaires. Et en 2002, il y a un vaste programme aussi que le ministère de la Santé marocain a géré, c'est le programme Global Alliance for Improvement Nutrition, GAIN, qui a démarré en 2002, qui maintenant, je crois, il se prolonge parce qu'il y aura des études qui vont suivre, je crois. Et actuellement, il y a une stratégie qui a été établie, c'est la stratégie nationale de nutrition qui répond et qui s'inscrit dans les priorités du programme de l'OMS, de l'EMO, la région, et ça a démarré en 2009. C'est ça la stratégie. Alors, en Algérie, depuis 1994, il y avait, c'est le ministère de la Santé qui a entamé une série de mesures avec 17 programmes en 1997 qui ont démarré pour lutter contre les carences, contre les maladies, contre les problèmes protéo-énergétiques, etc. En Tunisie aussi, c'était dans le plan de développement 87-91 qu'ils ont axé leur politique sur tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est subvention, tout ce qui est prix, politique des prix alimentaires, et aussi ils ont axé sur la lutte contre la pauvreté. Et puis après, ils ont établi un certain nombre de structures, d'agences, d'observatoires, etc., pour continuer leur programme. Mais malgré tout cela, tout ce que vous avez vu, il y a un problème dans l'alimentation des pays, bien de la population de l'Afrique du Nord, parce que c'est déjà des pays qui sont en transition, c'est des pays émergents, et dans lesquels on trouve un double fardeau de malnutrition, une double charge. Une personne s'avère à la fois en surcharge et en surpoids ou obèse, mais